maintenant, je vais inviter Maître Kerouac. Alors, bonjour. Alors, Nicole Kerouac, avocate, mais je pense que si je suis embarquée dans le dossier depuis près de 6 ans, à temps plein, c'est probablement beaucoup parce que je suis fille de mineur et native de Malartic, et évidemment qui a été accaparée par le dossier d'Osisco, par des gens qui ont sollicité à un moment donné mon aide, mon intervention. Et je me suis laissée prendre là-dedans et j'y suis presque depuis 6 ans. Je pensais jamais, moi non plus, qu'on fêterait notre 6e anniversaire, en toute honnêteté. Alors, donc, mes propos à moi et mes commentaires vont peut-être vous sembler très terre-à-terre parce qu'effectivement, ils viennent de ma réflexion, de travail, de réflexion, d'action et d'accompagnement terrain avec des citoyens qui sont aux prises avec un projet minier ou encore un projet minier en exploitation. Alors, avant de plonger sur le sujet même des droits des citoyens, je me permets un court commentaire, je glisse sur l'acceptabilité sociale, à partir des réflexions puis des constatations que moi j'ai faites sur le terrain. Je vous avoue que la première fois que j'ai entendu ça dans le dossier mine, c'est il y a 3 ans, en commission parlementaire, quand le ministre m'a posé la question. Et j'ai constaté que pour eux autres, souvent, l'élu politique ou le promoteur, ça correspondait à l'acceptabilité sociale, à un sondage qui avait été fait soit par une compagnie de sondage ou encore par le promoteur qui avait engagé un chercheur. Et encore tout récemment, quand je voyais sortir des chiffres au niveau de cette île, et ça a sorti également au niveau de Gaspé encore plus récemment. Alors pour eux autres, souvent, ils m'ont dit, bien, il y a 80 90 ça y est, on peut aller de l'avant. Et je me réfère ici à l'acceptabilité sociale qui m'avait été identifiée par le ministre en me disant, écoutez, le projet à Malartic, il y avait l'acceptabilité sociale, et je lis. Dans l'étude d'impact qu'Osisco avait déposée en page 54, par ailleurs, au plan de l'acceptabilité sociale, les résultats de l'enquête réalisée à la fin de 2007 montrent que le projet jouit d'un appui très majoritaire tant chez les citoyens, 84 %, et que la communauté d'affaires est 96 %. Et la réflexion que j'ai eue dans les années qui ont suivi, c'est qu'à partir de 2007, 2008, 2009, 2010, que j'accompagne les gens depuis ce temps-là, j'ai souvent entendu, très souvent, des citoyens de Malartic dire « Si j'avais su ce qui m'attendait avec ce projet-là en ville, jamais j'aurais été d'accord, jamais je l'aurais appuyé. » Alors donc, la réflexion, puis tout ce que j'ai vu, je voyais sur le terrain, c'est qu'il m'est apparu comment les gens pouvaient donner véritablement un consentement à un projet quand ils connaissaient absolument pas l'impact du projet. Il n'y avait même pas eu d'étude d'impact. Et on va parler du BEP tout à l'heure, puis vous dire que même le BEP à Malartic, il est loin de tout révéler ce qui peut survenir après quand le projet est en exploitation. Et c'est des gens qui, après, une fois le projet en exploitation, disent « Si j'avais su, jamais j'aurais donné un accord. » Donc, tu ne sais même pas encore les conséquences du projet, puis on te sonde, on te dit « Est-ce que ça fait ton bonheur? Oui, veux-tu? » Et alors qu'on te demande également ton accord, comment on peut donner un consentement libre quand tout ce qu'on rêve, c'est d'avoir un emploi, puis quand le promoteur, la première chose dont il parle, c'est de dire on va créer 400 emplois dans une ville où il y a 1 adulte sur 2 qui est en chômage. Comment on peut donc donner également Alors, vous me direz si vous entendez, je vais prendre ma voix de maîtresse d'école. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Ah, c'est revenu? C'est revenu. Oui? OK. La voix normale. La voix normale, OK. Alors donc, comment pour-on donner un consentement libre à un projet, un promoteur, quand le promoteur est dans une phase de séduction? Quand il arrive dans la ville pendant les premières années, là, avant même de déposer son étude d'impact,
Il est commandite à peu près tout ce qu'il y a de club social, sportif, scolaire, tout ce que vous voulez. Alors, quand un petit organisme qui a de la difficulté d'avoir des commandites, tout d'un coup va arriver à 1 000 $, alors c'est ce que j'appelle la commandite bâillon. Il n'y a plus personne qui ose dire non à ça. Alors, vous venez de fausser complètement ce processus de consentement. Alors, moi, on me parlera d'acceptabilité sociale à partir de ce que j'ai vu sur le terrain, quand des individus, une communauté donneront un aval à un projet, quand ce consentement sera vraiment libre et surtout très éclairé. Et je me suis rappelé particulièrement les articles 1385 et 1399 du Code civil, car j'ai eu beaucoup à réfléchir dans le cadre des fameuses ententes de vente de gré à gré dont vous avez sûrement entendu parler, quand la minière disait « on va acheter les maisons de gré à gré, on n'a pas besoin d'avocat, on n'a pas besoin de processus ou de mécanisme, c'est privé, ça, entre la personne qu'on achète la maison et la minière ». Et à cet égard-là, je vous rappelle donc l'article 1385 qui dit qu'un contrat se forme par le seul échange de consentement entre les parties capables de contracter. Et 1399, le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par erreur, crainte ou lésion. Retenez ces 3 éléments-là parce que tout à l'heure, quand je vais vous parler de l'absolue nécessité qu'on réforme la loi pour protéger les citoyens, ces éléments-là sont fondamentaux. Alors, dans le code du Code civil, donc, je saute directement maintenant dans le vif du sujet. Quels sont les droits des citoyens aux prises avec un projet minier? D'ailleurs, c'est la première question que les citoyens des gens de Malartic m'ont posée. Également, la première question que les gens de Saint-Camille m'ont posée en Estrie. La même chose les gens de Saint-Hippolyte et de Sainte-Adèle. La même chose les gens d'Évin en Abitibi, du canton Arnaud en Sept-Îles. Quels sont nos droits? Alors, avant un projet à toute fin pratique avec la loi actuelle, c'est l'article 235. Et je vous assure qu'il n'y a pas grand-chose. Ça dit, en fait, le titulaire du droit minier ou le propriétaire de substances minérales peut acquérir à l'amiable ou par expropriation tout bien nécessaire à l'accès au terrain ou à l'exécution de ses travaux d'exploration et d'exploitation. Autrement dit, tu dis aux gens, bien, si vous ne voulez pas qu'ils viennent sur votre terrain pour l'exploration, envoyez-leur une lettre en disant, conformément à ces articles, prenez pour acquis que je ne vous donne pas l'autorisation et je vous interdis de venir. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire actuellement. Ça peut avoir un effet actuellement, s'il est massif, cet envoi-là, dans un village ou dans un coin, de freiner de façon momentanée, si vous voulez, le projet. Mais si la minière décide d'aller après ça de l'avant et de continuer le processus tel qu'il est prévu dans la loi, ça peut aller beaucoup plus loin. Le seul point sur lequel je dis aux gens actuellement, autant à Gaspé, autant aux gens à Sept-Îles, et ça a fonctionné à Saint-Hippolyte et à Sainte-Adèle, et ça a fonctionné également à Saint-Élie-de-Caxton. Le mot « acceptabilité sociale » est tellement rendu important pour le législateur et pour l'industrie que quand toute une population se mobilise puis dit « non, on n'en veut pas », eh bien, à Saint-Hippolyte, à Sainte-Adèle, ils sont allés en retrait. Même chose à Saint-Élie-de-Caxton. Alors, actuellement, c'est là-dessus qu'on peut jouer. Il n'y a à peu près pas d'autres mécanismes ou d'autres moyens de freiner. Alors, malgré donc la Charte des droits et libertés de la personne au Québec, malgré le Code civil du Québec, où on a toujours pensé que la propriété privée, c'est un droit sacré, au Québec, on a toujours pensé ça, parce que l'article 947 vous dit que le propriétaire a le droit d'user, de jouir librement et complètement de ses biens, mais un petit peu plus loin à la fin du paragraphe, sous les réserves des limites de la condition d'exercice fixée par la loi. Un peu plus loin à 51, même chose, la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous. Il est tenu de respecter, entre autres, les droits publics sur les mines. Oh, il y a barré là. Et l'article 952 du Code civil, le propriétaire ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est par voie d'expropriation, faite suivant la loi pour une cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. Alors, imaginez que dans le Code civil, quand on parle que normalement un droit d'expropriation, c'est pour une cause d'utilité publique. Retenez que dans la loi sur les mines, on accorde à une compagnie privée que pour seule
objectif, pas d'utilité publique, mais strictement de faire de l'argent, d'enrichir ses actionnaires, on lui accorde un droit exorbitant. Et je reprends ici les mots du barreau dans un mémoire qu'ils ont présenté lors du projet 14. Et personne ne va accuser ici le barreau d'être un mouvement révolutionnaire. Hein? Alors, ils ont utilisé le mot exorbitant, je pense, parce que c'est réel. Ça n'existe pas beaucoup, ça, dans d'autres lois où on permet pour faire de l'argent. Alors, on m'indique qu'il reste quelques minutes. Alors, les conséquences de cette loi complètement désuète, je vais aller plus vite parce que je vais rater la finale. Alors, donc, c'est que Cisco a pu acheter des maisons, soi-disant de gré à gré, démantibuler un quartier avant même le dépôt de son étude d'impact, en rendant même, dans le fond, le BAP un exercice à peu près pour la forme. Il nous a permis de mettre peut-être le dossier des mines sur la carte au Québec, mais à part ça, c'était comme claque, c'était comme pipé. Le BAP a même cru important dans son rapport d'indiquer, sur le projet Cisco, d'indiquer dans son document, en l'absence d'une forme d'encadrement par les autorités gouvernementales, le promoteur a pu commencer le déplacement des résidences localisées à l'endroit du jugement avant que son projet soit autorisé, ce qui interroge sur le plan éthique et humain et suggère qu'un encadrement afin que la population soit consultée, informée de ses droits et soutenue en cas de différend. Cette loi désuète est complètement injuste. Elle permet à des propriétaires non informés de leurs droits, des propriétaires lésés dans la vente de leur maison, parce que laissés seuls à eux-mêmes. Donc, il y en a qui ont été lésés, ils ont manqué d'informations. Lésés au niveau du prix. Quand tu as 100 000 ou 150 000 de moins que l'autre qui a une maison semblable à toi, c'est que tu as été lésé. On t'a mal informé, tu n'avais pas de droit, personne ne te renseignait. Alors, je pourrais continuer la liste de ce que ça permet actuellement. Mais comme on me dit que faut qu'on aille un peu plus vite. Alors, toutes ces situations juridiques-là sont réelles. Je pense aux gens du regroupement du quartier sud de Malartic. Je vous invite à aller rencontrer tous ces gens-là tout à l'heure. Eux, ce sont des gens qui se sont réveillés une fois le projet en exploitation, à côté du mur vert qu'a dressé au Cisco entre la ville et la fosse. Ils n'avaient pas prévu, eux autres, parce que pendant le BAP, il semble disant qu'il y avait peut-être un petit peu d'inconvénients, mais ce n'était pas si grave que ça. Sauf que pendant le BAP, on entendait parler de dynamitage de 120 000 tonnes par jour. On n'entendait pas parler de dynamitage de 940 000 tonnes. On n'avait jamais entendu parler de nuages de dioxyde d'azote. Alors donc, le projet, même le projet étudié devant le BAP, peut changer quelques mois après que le certificat d'autorisation a été émis par le Conseil des ministres. La loi actuelle permet à une minière de modifier son projet sans retourner devant le BAP. Alors, j'ai posé la question à la ministre il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous allez prévoir quelque chose dans vos lois pour dire on a étudié tel projet, le Conseil des ministres a donné un accord à tel projet, est-ce que vous allez limiter à ça? Parce que ça a comme conséquence que vous avez d'autres individus dans la ville qui subissent des dommages et des conséquences réelles, qui ont des droits brimés. Et je connais personne, et je ne pense pas qu'il y en a ici dans la salle, qui ont les moyens financiers de poursuivre une compagnie minière. Vous allez y laisser votre fonds de pension et votre maison. Alors, oui, il y a des problèmes qui sont réels actuellement et sont à Sept-Îles, sont à Saint-Camille, sont tous ceux qui ont vécu les gaz de schiste. Imaginez si demain matin, ça repartait, les gens qui sont pris avec le pétrole. Alors, il faut absolument que ça change. Alors, une fois même qu'on aurait une acceptabilité sociale réelle, acceptée, si on ne modifie pas la loi en regard de protéger les droits des citoyens, le problème va être majeur. Et on ne pourra pas faire un développement minier harmonieux. C'est pas vrai. Il y a des populations qui vont continuer à s'élever un peu partout parce qu'il y a une injustice flagrante. Et ce qu'on dit, c'est que si un législateur donne un droit aussi exorbitant, j'ai toujours une compagnie privée, strictement pour s'enrichir ses actionnaires, ils ne sont pas là pour créer de l'emploi. Ce n'est pas ça leur objectif premier. Il ne faut pas se leurrer. Ils sont là parce que c'est rentable. Donc, il faut qu'on prévoie dans la même loi, si on lui accorde ce pouvoir, qu'on l'oblige à prendre ses responsabilités.